Prévention, solidarité, accès aux soins, innovation. La Mutualité française présente. Et la santé, ça va ? Bienvenue dans Et la santé, ça va. Alors on le sait, nous avons l'un des systèmes de santé les plus généreux au monde, mais il est fragilisé par les déficits. 16 milliards de déficits pour l'année 2025. Pour l'année 2026, il nous faut trouver 7 milliards d'économies, tandis que les Français voient leur reste à charge et leur mutuelle coûter de plus en plus cher, alors que nous vivons plus longtemps avec davantage de maladies chroniques. D'où ces questions. Peut-on encore compter sur l'assurance maladie ? Comment peut-on réduire nos dépenses de santé ? Et comment financer durablement une santé pour tous ? C'est tout de suite. Agnès Buzyn, vous êtes médecin, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé. Votre livre Demain notre santé, c'est chez Plomb. Et Nathalie Coutinet, vous êtes économiste de la santé à l'université Sorbonne Paris-Nord. Merci de participer à cette émission. Alors, Agnès Buzyn, et c'est la démonstration éclatante de votre livre, le chiffre qui fait choc, vous montrez qu'en fait, le système est un peu insoutenable parce que nos dépenses de santé augmentent beaucoup plus vite, 3 fois plus vite même, que l'économie française. Pourquoi ces dépenses de santé, d'ailleurs, augmentent-elles aussi vite ? Alors c'est normal, c'est le cas de pratiquement tous les pays du monde, tous les pays notamment où les gens vieillissent. Enfin, en vieillissant, on n'est plus malade et ce sont les progrès médicaux qui font que nous dépensons plus. Tant mieux. Mais jusqu'à quel point sommes-nous capables de soutenir une telle évolution ? Donc aujourd'hui, c'est le vieillissement de la population, c'est le fait que les innovations coûtent de plus en plus cher et on pourra y revenir. Est-ce que cela a du sens de payer toujours plus cher ? Et puis, nous avons à l'inverse une économie qui ralentit, avec une croissance qui peine à dépasser les 1%. Et donc, dans la balance, eh bien, les dépenses de santé augmentent beaucoup plus vite que la richesse du pays. Il y aura probablement un moment où nous ne serons plus capables de faire face. Alors, Nathalie Coutinet, est-ce qu'on est là face à un mur ? On parle beaucoup du problème des retraites, mais les problèmes de santé, je reprends vos chiffres, aujourd'hui c'est 12% du PIB. Si on laisse galoper les dépenses de santé 3 fois plus vite que ce que ne peut financer le pays, la France, on va avoir des dépenses de santé, je reprends vos chiffres, qui vont représenter 20% du PIB dans une dizaine d'années. Alors, 20% du PIB, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un choix politique. C'est-à-dire qu'on peut financer des tas de choses. Ça dépend politiquement quels arbitrages sont faits. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, il y a des arbitrages qui sont faits d'abord de ne pas augmenter les cotisations sociales, par exemple, et aussi, pour des politiques de l'emploi, de freiner un certain nombre de recettes d'exonération, de cotisations sociales, par exemple, pour les employeurs. Et donc, ça relève d'un choix politique. Soit on considère collectivement que la santé, c'est prioritaire, qu'on souhaite, encore une fois, collectivement, un système de santé efficace, et on est prêt, et je suis d'accord, pour le moment, il est sous-financé, mais on est prêt à le financer correctement. Il n'y a pas de choses qui soient infinançables en soi. Agnès Buzyn, on voit ce schéma, près de 80% des dépenses de santé sont financées par des cotisations sociales. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que ce sont les entreprises et les salariés qui, aujourd'hui, à 80%, payent nos dépenses de santé ? Absolument, mais il y a un peu d'impôts, il y a un peu de la CSG, il y a un peu du report. Il y a des tuyaux qui arrivent d'un peu partout pour le soutenir. Partout. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'en fait, vous avez raison, ce sont des choix politiques, mais est-ce que nous n'avons pas besoin de mieux financer l'école ? Est-ce que nous n'avons pas besoin de mieux financer la justice ? Est-ce que nous n'avons pas besoin de mieux financer la recherche et l'innovation ? En réalité, tous les secteurs ont besoin de plus d'argent. Donc, la question qui se pose, c'est où mettons-nous le curseur entre la santé, l'éducation, la sécurité ou la justice, etc. Et donc, ce ne sont pas simplement l'augmentation des cotisations qui vont régler ce problème fondamental de choix politiques, de hiérarchie de nos choix dans les dépenses publiques. Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut essayer de résoudre cette équation. D'abord, je vous propose, pour commencer, de regarder, puisqu'on parlait des salariés, quand on quitte le salariat et qu'on passe à la retraite, il y a un peu une double peine. Un, il faut qu'on prenne une mutuelle privée et on s'aperçoit qu'elle coûte bien plus cher que la mutuelle en entreprise. Et puis deux, on a ces revenus qui baissent. C'est le douloureux constat qu'a fait François, qui est parti à la retraite, qui habite à Fos-sur-Mer, et qui, un peu déconcerté, se rend compte que la médecine n'est pas tout à fait gratuite. Reportage.
Fos-sur-Mer, ville industrielle et portuaire des Bouches-du-Rhône. C'est ici que vit François Spataro, 63 ans. Il a travaillé toute sa vie dans les usines de la ville. J'ai travaillé chez une société d'électricité, en travaux neufs, des travaux durs. J'ai travaillé chez Renault. J'ai commencé à travailler à 17 ans. De 17 ans non-stop jusqu'en 2023, alors jusqu'à mes 63 ans. Une vie professionnelle intense qui s'est répercutée sur sa santé. J'avais de l'arthrose au genou, donc j'avais les os qui se frottaient l'un contre l'autre. Je ne pouvais plus marcher, j'avais des douleurs atroces. Du coup, j'ai vu un spécialiste qui m'a dit « on est obligé de vous opérer ». J'ai 2 prothèses totales des genoux. Grâce à ça, je peux marcher. Mais là, ce qu'il y avait de très bien, c'est que j'étais salarié dans une société où il y avait une très bonne mutuelle. En 2020, c'est le départ à la retraite. Du temps pour profiter de la famille, enfants, petits-enfants. Et des joies du temps libre. Les passions de François, la moto et le vélo. Une nouvelle vie, mais avec moins de moyens et sans la mutuelle de son employeur. Vous passez à 60% de salaire, donc ça fait un gros trou dans le budget. Quand vous avez une mutuelle que vous ne payez pas cher parce que c'est payé par l'employeur, sachez que là, on vous laisse tomber, quoi. Il faut que vous trouviez vous-même une mutuelle. Comme 93% des retraités, François Spataro a dû souscrire une mutuelle de manière individuelle. Un contrat plus cher et moins avantageux que sa couverture précédente. C'est ce que le Sénat a nommé dans un rapport le triple effet ciseau chez les retraités. Une baisse de revenus, la perte de leur mutuelle salariale et des tarifs plus élevés pour le nouveau contrat. Le tout au moment de leur vie où ils ont le plus besoin d'être couverts. C'est des frais, c'est des hospitalisations, on est obligé c'est des examens assez coûteux. Mon épouse aussi, elle avait une mutuelle, donc en gros, tous les deux, on avait 2400 € de mutuelle par an. Pour être convenablement couverts, François Spataro et sa femme ont dû souscrire des contrats comprenant aussi des garanties dont ils ne se servent jamais. On devrait plus calculer les besoins de chaque personne et faire payer simplement les besoins de chaque personne, pas le surplus. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est nous qui sortons du porte-monnaie de plus en plus des soins, des remboursements ou de quoi que ce soit. La cotisation mensuelle moyenne pour un contrat de mutuelle individuelle est de 33 € à l'âge de 20 ans. Ce montant s'élève à 146 € à 85 ans. Je reprends ces chiffres. Les moins de 20 ans payent 33 € de mutuelle pour leur santé. Les plus de 85 ans, 146 €. On dit beaucoup que notre système de santé est solidaire, mais là, il n'y a aucune solidarité intergénérationnelle. Les plus âgés payent 4 fois plus cher leur mutuelle que les plus jeunes. Alors, ce qui est solidaire, c'est la sécurité sociale. Ouais. Elle est solidaire. Elle est complémentaire santé, ce qu'on appelle vulgairement les mutuelles, même s'il n'y a pas que des mutuelles. Elles sont privées, de toute façon, elles ne sont pas solidaires. Elles travaillent sur la mutualisation du risque, comme l'assurance auto. Si vous avez un risque plus élevé, vous payez plus. Et comme en vieillissant, les personnes les plus âgées ont un risque le plus élevé, eh bien, les assureurs font payer plus cher les personnes plus âgées. C'est pour ça que le transfert de financement qui est progressif depuis plusieurs années de la Sécu vers les complémentaires est profondément injuste, inégalitaire, on va dire, et pas solidaire. Dans la sécurité sociale, et c'est ça qui est génial dans la sécurité sociale, c'est des solidarités. C'est aussi le cas si vous avez plusieurs enfants, etc. Vous payez plus. Est-ce que ça peut conduire d'ailleurs à des renoncements aux soins, ces mutuelles qui coûtent plus cher quand on a plus de 85 ans que quand on est jeune? Alors, d'abord, pour les personnes les plus pauvres, celles qui touchent moins de 1 000 € par mois, il y a la complémentaire santé solidaire qui a été créée lorsque j'étais ministre et qui couvre à peu près 10 millions de Français. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'y ont pas recours parce qu'ils ne la connaissent pas. Et donc, aujourd'hui, je dis à toutes les personnes les plus vulnérables, vraiment, d'aller voir leur mutuelle et essayer d'obtenir la complémentaire santé solidaire. Ensuite, ce que décrit le retraité là, c'est un effet de bord que je trouve absolument catastrophique d'une réforme qui date de, je crois, de 2014, qui visait à ce que tous les salariés d'une même entreprise accèdent à une mutuelle gérée par l'entreprise. Donc, c'était une réforme qui se voulait plus protectrice et égalitaire. Et la réalité,
c'est que les entreprises ont eu moyen de faire baisser les tarifs des mutuelles pour tous les salariés. Et que l'effet de bord catastrophique, c'est que les personnes sans emploi, au chômage, ou les personnes les plus âgées, se sont vues avoir des cotisations. Les mutuelles se sont refait la cerise sur les personnes individuelles. C'est catastrophique. Vraiment, quand j'étais ministre, je me suis posé la question de revenir sur cette réforme. On ne peut pas tout faire quand on est ministre, et c'est pour ça que j'ai plutôt créé la complémentaire santé solidaire pour les plus pauvres. Mais en réalité, cette réforme a été absolument catastrophique pour les personnes les plus âgées. Elle aboutit à ce résultat, c'est-à-dire que dès qu'on quitte l'emploi, en fait, on se retrouve à payer beaucoup plus cher. Il y a encore autre chose que dit le monsieur qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les mutuelles ont beaucoup de mal à se différencier les unes des autres et elles offrent donc tout un tas de services souvent inutiles. En tous les cas, elles donnent accès à des pratiques qui ne sont pas validées par la science et je pense qu'il faudrait... Comme on a vu la nouvelle mutuelle des fonctionnaires, par exemple, financer, alors vraiment des techniques que je ne connais même pas, de l'éthiothérapie, de la naturopathie. Tous les fonctionnaires... J'ai cru que vous allez me dire de l'homéopathie, dont vous aviez supprimé le remboursement. Tous les fonctionnaires de France se retrouvent à adhérer à une mutuelle choisie par le ministère en charge et qui rembourse un peu tout et n'importe quoi. Et c'est honteux. En réalité, l'argent des mutuelles devrait aller uniquement au remboursement des soins utiles. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, Nathalie Coutinet, puisqu'on voit bien, avec la logique des mutuelles, les retraités payent beaucoup plus cher que les petits jeunes. Maintenant qu'on a mis le doigt dans cette inégalité de remboursement, est-ce qu'on peut se poser la question, puisqu'il faut faire des économies, le système coûte très très cher, est-ce qu'on peut imaginer que les Français les plus aisés, aujourd'hui il y a un reste à charge de 292 €, est-ce qu'on peut imaginer que les Français les plus aisés est un reste à charge supérieur et qu'au fond, on vous rembourse moins bien selon vos revenus. Vous êtes dans les 10% les plus riches, eh ben, le reste à charge, c'est pas, pour vous, il n'est pas de 292, il est de 2920, tiens, fois 10. Alors ça, c'est une pratique extrêmement dangereuse, à mon sens, parce que justement, on va couper la solidarité et progressivement, on va aller vers ce qu'il y a aux États-Unis ou ce qu'il y a dans certains pays, une santé pour les pauvres, et puis une santé pour les riches. Donc il faut évidemment pas faire ça, d'autant que le seuil de richesse, on va dire les 10%, mais ça représente quoi? Les 10% à Paris, c'est pas la même chose que les... Donc le niveau de vie peut être différent d'un endroit à l'autre en centre-ville. Donc il faut absolument pas aller sur ces idées qui paraissent de bon sens, mais qui en fait sont très dangereuses pour tout le monde, parce qu'on casse la solidarité. Notre système, encore une fois, il est basé sur la solidarité. Et c'est le problème de cette réforme, c'est la généralisation de la complémentaire d'entreprise, qui paraissait une bonne idée, mais qui en fait n'était absolument pas une bonne idée. D'abord parce que ça exclut énormément de gens. Vous parlez des fonctionnaires, le service public était exclu de cette réforme pendant plus de 10 ans. Ce n'était que pour les salariés du privé. Ce qui quand même déjà paraît bizarre quand l'État ne s'applique pas ce qu'il impose aux autres. Mais en plus, il y a des gens qui n'ont pas accès, et c'est souvent les plus précaires, il y a les retraités, mais il y a tous les gens qui ont des contrats courts, il y a les gens, et ça génère aussi des inégalités dans l'accès à la mutuelle. Si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez une bonne mutuelle. Et si vous travaillez dans une petite PME, la PME, elle ne peut pas négocier avec la complémentaire le même contrat que pour les grandes entreprises. Madame la ministre, je reviens sur mon idée que j'ai suggérée de moins bien rembourser les Français les plus aisés. Vous dites comme l'économiste... Mauvaise idée. Alors j'en ai une autre. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée, on va un système à l'américaine. Je suis pour vraiment un système solidaire où tout le monde contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. C'est la définition de la sécurité sociale. Et je pense que tout système simplificateur, en fait, entraînera une médecine à deux vitesses et justement, nous perdrons cette solidarité qui fait... Le privé pour les riches et le public dégradé pour les pauvres. C'est dramatique. Alors, puisqu'il faut faire des économies, parce qu'il est implacable, votre raisonnement, les dépenses de santé galopent 3 fois plus vite que ce que ne peut offrir l'économie française. Autre idée, alors ça avait été très décrié, François Fillon en 2017, qui dit... Peut-être que la bobologie, les petits rhumes, l'assurance santé n'est peut-être pas obligée de la payer. Peut-être que l'assurance santé ne financer que les maladies graves. Bonne ou mauvaise idée? Alors, très mauvaise idée aussi. Je l'avais d'ailleurs dit à l'époque à l'équipe du candidat qui m'avait interrogé. Très mauvaise idée, pourquoi? Parce que c'est une idée de quelqu'un qui n'est pas médecin.
Or, quand vous êtes médecin, vous savez très bien que, d'abord, quand un patient se présente avec une toux, eh bien, vous ne savez pas si c'est une bronchite ou un cancer du poumon. Donc, en fait, comment vous allez juger cela? C'est évidemment rétroactivement simplement que vous pouvez le faire. D'autre part, il est très important de très bien soigner des choses banales et petites pour éviter qu'elles ne se dégradent. Donc, si vous remboursez moins bien la bobologie, entre guillemets, vous risquez d'avoir des gens qui ne recourent pas aux soins et avec beaucoup plus de pathologies graves. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me bats pour que nous gardions l'AME, la fameuse AME pour les patients, les personnes en situation irrégulière, parce qu'en réalité, l'absence d'AME entraîne des coûts beaucoup plus importants pour l'hôpital. De la même façon, ce système-là est un système qui n'est absolument pas concevable pour un médecin. Bien. Alors, en attendant, les mutuelles, je voudrais qu'on revienne sur le sujet des mutuelles qui coûtent de plus en plus cher parce qu'elles sont individualisées. Vous nous avez expliqué qu'au fond, comme il y avait des contrats collectifs, les prix étaient tirés vers le bas. Du coup, les mutuelles individualisées coûtent plus cher. Du coup, je vous propose qu'on retourne à Fos-sur-Mer. On va retrouver François qui a écouté vos conseils et il a trouvé une autre mutuelle bien plus intéressante. On regarde. Depuis fin août, la mairie a lancé une initiative, une mutuelle communale. Françoise Pataro et son épouse ont été parmi les premiers administrés à y souscrire. Allez-vous, je vous en prie. Et aujourd'hui, il vient faire un point sur les économies réalisées avec sa conseillère. Donc, vous êtes couvert sur vos visites de médecins généralistes, le radiologue aussi. Et en fait, donc, actuellement, vous êtes à 208 € et le niveau 2, il est à 135,48 €. Ah oui, c'est une belle économie. Voilà, 208 € moins 135, ça vous fait une économie de 73 € mensuels. Fois 12, on est à 876 € d'économie. Ah oui. Je viens de terminer une année de... Les retraités, à l'image de Françoise Pataro, ne sont pas les seuls qui choisissent cette mutuelle. Cette initiative bénéficie aussi aux plus précaires, comme nous l'explique Martine Ouaro. Les services municipaux ont fait remonter des cas de plus en plus fréquents de personnes contraintes par la situation financière générale. Et on a sur Fos un taux de chômage de 11%. 4,94% de notre population n'avait pas accès à une complémentaire santé, ce qui représente 298 foyers sur les 6600 que compte la collectivité. La mairie a opté pour une mutuelle issue du modèle social et solidaire, implantée dans 1200 communes et couvrant 93 000 adhérents dans toute la France, sans coûter 1 € à la commune. En fait, ça n'a coûté que le temps de travail pour le montage du dossier d'appel à projet et le temps d'analyse des candidatures qui nous ont été soumises. Et il s'agit ensuite d'un investissement en termes de communication pour que nos usagers soient informés et que le dispositif fonctionne. Autrement, il n'y a aucun investissement financier pour la collectivité. Actuellement, c'est une paire de lunettes tous les 2 ans. D'accord. Après 2 mois de souscription, il est encore trop tôt pour M. Spataro pour juger de ses garanties. On s'occupe de la résiliation du contrat. Mais il se sent plus serein concernant sa prise en charge. Parfait. Près de 10 000 collectivités en France auraient opté pour ce modèle. Pourtant, l'équilibre peut être précaire, car les adhérents sont majoritairement des retraités, un public qui a davantage besoin de soins. Le moindre déséquilibre financier peut conduire les mutuelles à augmenter leurs tarifs. Nathalie Coutinet, ce que ça montre, c'est qu'il faut, quand on est face au secteur privé, il faut faire jouer la concurrence. Je cite un rapport du Sénat, « Changer de complémentaire santé peut permettre d'économiser entre 200 et 600 € par an ». Oui, bien sûr, c'est toujours le cas. Et effectivement, on a un instinct un peu grégaire, donc quand on est dans une mutuelle, en général, on y reste. Mais il faut aussi faire attention. Les mutuelles, elles ont différents niveaux de couverture. Il y a le niveau minimum, ce qu'on appelle le contrat responsable, qui couvre au tarif de la sécurité sociale. Et puis ensuite, vous avez des propositions de complémentaires pour être mieux remboursés sur les dépassements d'honoraires ou sur un certain nombre d'autres actes. Et on ne peut pas comparer des contrats qui couvriraient que à 100% du tarif sécurité sociale, ce qu'on appelle des contrats responsables, et des contrats qui seraient beaucoup plus larges pour mais pour revenir sur le sujet, c'est une bonne idée, ça, les mutuelles municipales ? Bien sûr, c'est très bien. Alors, c'est pas la mutuelle, c'est pas la municipalité qui couvre. En fait, bien sûr. Elle négocie avec un assureur mais sur des contrats qui sont des contrats minimum.
C'est-à-dire que c'est 100% du tarif de la sécurité sociale. Or, on sait qu'aujourd'hui, énormément de spécialistes et même de médecins généralistes dans les grandes villes dépassent le tarif de la sécurité sociale, font des dépassements d'honoraires. Donc, si vous voulez, c'est un problème encore plus complexe parce qu'il y a avoir une mutuelle et le type de mutuelle que vous avez. Et le type de mutuelle auquel vous avez accès, et ça ne sera pas du tout les mêmes remboursements. Alors, Madame la Ministre, on a des mutuelles parce que l'assurance maladie est bien en peine de tout rembourser. Est-ce que dans notre quête d'essayer de dompter un petit peu ces dépenses d'assurance maladie, il faut faire la chasse aux abus? On parle beaucoup en ce moment des arrêts maladie qui ont explosé. Alors, votre regard là-dessus, est-ce que, et du côté des patients, et peut-être aussi du côté des médecins, il y a certaines choses à revoir? Alors, il y a énormément d'économies à faire, en fait, dans le système de santé qui permettrait justement de ne pas augmenter le coût des cotisations. Il y a d'abord énormément d'actes inutiles. 20%, dites-vous? Alors, c'est un chiffre internationalement reconnu. Hein. Le HCAM, c'est-à-dire l'autorité qui s'intéresse à l'avenir de l'assurance maladie, évalue entre 25 et 30% des actes inutiles. La CNAM, plutôt à 20%. Je vais vous donner un exemple très simple. On vous dose le cholestérol. Il est normal, vous êtes en bonne santé. Les recommandations disent qu'il ne faut pas doser le cholestérol avant 3 ans. Eh bien, il est probable que dans un check-up annuel, on va vous le refaire régulièrement. Ce sont des actes inutiles, c'est ce qu'on appelle la non-pertinence des soins. Ça coûte énormément d'argent, 20% du coût des actes. C'est de la biologie, c'est de la radiologie, c'est des consultations inutiles, c'est des ECG inutiles. Des frottis, par exemple, les frottis pour le dépistage du cancer du col, s'il est normal, on doit le refaire au bout de 3 ans. Nombre de femmes le font tous les ans, quand elles ont un gynécologue accessible. Donc, en réalité, nous avons des moyens de travailler mieux et d'améliorer considérablement l'efficience du système. Donc, pourquoi? Alors, le système n'est pas tenu parce que ce qui est gratuit n'a pas de valeur, donc on le fait chaque année. Alors c'est ça, individuellement, on a l'impression qu'on est... Alors c'est pas forcément vous qui le demandez d'ailleurs, ça peut être un médecin qui pour vous assurer ou parce qu'il n'a pas récupéré, parce que le dossier médical n'est pas rempli, il n'a pas récupéré le résultat précédent, donc il le refait. Il y a tout un tas de facteurs et c'est pour ça que je dis que collectivement, nous devons absolument travailler à ce que le dossier médical partagé soit rempli, accessible par tous, pour éviter les doublons, et que nous devons nous restreindre... Responsabiliser les médecins. Par exemple, les médicaments. Nous consommons, je crois, entre 2 et 4 fois, ça dépend de la façon dont on calcule, mais entre 2 et 4 fois plus d'antibiotiques que la moyenne européenne. Est-ce qu'on est 2 à 4 fois plus malade d'infections bactériennes? Je n'en suis pas sûre. Nous consommons 2 fois plus de psychotropes. Alors, je veux bien que notre santé mentale soit particulièrement abîmée, ce qui est le cas, mais c'est le cas dans tous les pays du monde. Alors, comment l'expliquez-vous? Donc, nous avons une propension à prescrire des médicaments. Alors, est-ce que c'est les Français qui les souhaitent? Est-ce que ce sont des habitudes médicales? Nous prescrivons beaucoup trop de médicaments. Nos dépenses de médicaments sont trop importantes. Donc, nous avons impérativement, collectivement, besoin de se sentir responsable de notre bien commun, qui est la sécurité sociale. Comment la préserver? Comment faire en sorte que le système soit mieux géré? C'est ce que je propose dans le livre, notamment. Nathalie Cotinet, votre regard sur ces surprescriptions, ces patients qui ne sont satisfaits que quand ils ressortent du médecin avec une ordonnance bien garnie. Oui, mais d'accord, mais c'est assez marginal. Quand vous dites que le système n'est pas soutenable, par la sécurité sociale, vous dites. Mais attention, si on réduit les dépenses de la sécurité sociale, on augmente la dépense des ménages. D'accord. Bon, donc ça veut dit d'une comme façon ça, ou d'une autre, il faudra payer. Voilà, c'est les ménages ou les complémentaires, donc par les cotisations, les primes d'assurance complémentaires que les ménages financent. Et sur les arrêts maladie. Alors voilà, un mot sur les arrêts maladie. On entend des salariés, on l'entend l'entreprise. Si ça continue, je vais me foutre en arrêt maladie. Oui, bien sûr. Il y a des abus aussi sur les arrêts maladie, mais il faut voir aussi qu'il y a des entreprises qui utilisent aussi les arrêts maladie pour se débarrasser d'un salarié. Il y a des entreprises aussi qui... Donc là aussi, il y a des abus. Bien sûr, il y a des abus de partout. Mais il faut plutôt chercher pourquoi il y a des arrêts maladie. Et c'est d'ailleurs des arrêts maladie qui sont prescrits par les médecins. Donc, soit les médecins sont irresponsables, soit il y a des raisons pour lesquelles on les prescrit. Donc, on ne peut pas toujours dire ce sont les abus, ce sont les abus. Il y a aussi un mal-être au travail qui est important en France, plus important qu'ailleurs, et qui conduit de jeunes adultes, de jeunes actifs, à se mettre en arrêt maladie parce qu'ils sont en burn-out, parce qu'ils sont épuisés. Donc, il y a des faux arrêts maladie, peut-être, mais il y a aussi de vrais arrêts maladie dont il faut comprendre les raisons.
Oui. C'est ce qui rend la chose compliquée, c'est qu'en réalité, il y a des arrêts maladie totalement justifiés, il y en a qui sont des abus, on a beaucoup de malades différenciés. Les médecins ont peur aussi par... Les médecins sont pas sous de problème, pression. je vais vous... Comme ça, je règle le problème, je vais vous donner satisfaction. Monsieur le client, on n'est plus des patients, on est des clients. J'ai été médecin. J'ai été médecin 25 ans à l'hôpital public. Alors, je soignais des maladies très graves, donc c'était pas absolument anormal de donner des arrêts maladie. Mais moi, je peux concevoir que dans un box de consultation, quand on est un médecin tout seul, isolé, on a une agressivité parfois des patients. Ils vous demandent un arrêt, vous dites 3 jours, on vous demande 8 jours. On l'a tous vécu. Donc voilà, ce sont des problématiques complexes. Il y a des choses totalement justifiées, des choses injustifiées. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution unique et simple. Mais nous devons tous nous sentir responsables de la sécurité sociale. Et je voulais revenir sur ce que vous dites, madame. Dans les propositions que je porte, il n'y a absolument pas l'idée de réduire ce qui est couvert par l'assurance maladie. Au contraire, moi je suis vraiment une admiratrice de la sécurité sociale et de l'assurance maladie, ce qu'elle nous a apporté comme sécurité collective. Donc au contraire, je dis, si nous voulons maintenir un taux de couverture de notre santé de 80%, des soins, ce qui est le cas actuellement, eh bien, nous devons impérativement faire en sorte que le système soit plus efficient et les marges de manœuvre sont énormes. Madame la ministre, est-ce qu'on est encore bien soigné en France? Est-ce que la France est l'un des meilleurs pays au monde pour se faire soigner? Là encore, la réponse n'est pas univoque. Vous avez une médecine excellentissime dans certains endroits. Assez régional, vous dites il vaut mieux habiter dans telle et telle ville plutôt que dans telle et Non, c'est à telle... l'échelon individuel, c'est-à-dire que vous pouvez tomber sur les meilleurs médecins du monde, et j'en connais notamment dans certains hôpitaux publics. Je suis absolument bluffée de la technicité et de la qualité des soins, mais c'est aussi vrai parfois dans le privé. Et donc ça dépend de la personne sur qui vous tombez, c'est hétérogène, comme toute activité humaine. Quand vous soignez 67 millions de Français et que la moyenne des consultations, c'est entre 6 et 7 consultations par an, vous pouvez imaginer qu'il y a de l'hétérogénéité. Par contre, notre système est le plus protecteur pour l'instant. Et ce que je dis, c'est que si nous voulons qu'il reste le plus protecteur, nous avons intérêt à le réformer, tous collectivement, à réfléchir à une meilleure efficience. Nathalie Coutinet, vous qui avez une vision un peu mondiale d'ailleurs des différents systèmes de santé, est-ce qu'il y a un exemple d'ailleurs qui pourrait nous inspirer? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus efficients que nous en termes de système de santé? Alors, c'est difficile de comparer les pays parce que les systèmes sont différents d'un pays à l'autre. Donc, ce qu'on peut comparer, c'est la dépense de santé, soit en pourcentage du PIB, de la production, et là, on est autour du 3e, derrière les États-Unis, mais les États-Unis, c'est parce qu'ils ont un problème d'efficience qui est très important, qui sont très mauvais, leur système de santé, ce qui dépense beaucoup plus pour une espérance de vie plus faible. On peut comparer avec l'Allemagne, qui est légèrement supérieure et qui a un niveau de soins, de qualité des soins qui est à peu près identique à nous. Et puis ensuite, on a la dépense par habitant. Et là, les résultats sont un peu différents parce que l'Allemagne, le Luxembourg, l'Irlande dépensent plus par habitant que la France. Et c'est vrai que c'est une hétérogénéité aussi de l'organisation du soin qui fait que les comparaisons sont extrêmement complexes. Et on n'a pas parlé de la prévention parce que la meilleure façon de ne pas dépenser, c'est de ne pas tomber malade. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup d'avoir participé à Et la santé, ça va. C'est terminé. Cette émission est à revoir sur la plateforme publicsena.fr et à bientôt pour une prochaine émission. Prévention, solidarité, accès aux soins, innovation. C'était Et la santé, ça va? Avec la Mutualité française.